L'histoire se souvient du fils, mais oublie le père. Alexandre conquiert le monde, et les poètes chantent son nom depuis des millénaires. Pourtant, chaque épée que son armée brandit, chaque tactique que ses généraux emploient, chaque soldat qui marche à ses côtés n'existe que grâce à un seul homme. Philippe II de Macédoine bâtit la machine militaire la plus puissante que le monde antique ait jamais connue. Puis, la lame d'un assassin lui dérobe sa gloire à la veille de sa plus grande campagne. Le fils hérite de tout. Le père s'efface dans l'ombre. En 382 avant Jésus-Christ, Philippe naît dans un royaume qui survit à peine. La Macédoine se situe à la limite nord du monde grec, méprisée par Athènes et Sparte comme une terre de barbares. Les tribus voisines pillent les villages macédoniens à leur guise. Les cités-États grecs traitent les rois de Macédoine comme des pions dans leurs conflits sans fin. La famille royale elle-même est un nid de meurtre et de trahison. Philippe grandit en voyant ses proches s'entretuer pour le trône. Il apprend tôt que la survie exige autant de ruse que de courage. Adolescent, Philippe devient otage à Thèbes, la puissance militaire dominante de la Grèce. Cette captivité transforme sa vie. Il étudie sous la direction d'Épaminondas, le plus grand général de l'époque. Il apprend l'ordre de bataille oblique qui a détruit l'invincibilité spartiate. Il observe comment les troupes de choc thébaines, le bataillon sacré, brisent les formations ennemies par une force concentrée. Ces leçons se gravent dans sa mémoire. Quand Philippe retourne enfin en Macédoine, il porte en lui une vision qui va remodeler le monde. Philippe s'empare du trône de Macédoine en 359 avant Jésus-Christ, après la mort de son frère au combat contre les Illyriens. Le royaume est en ruine, les ennemis pressent de toutes parts, le trésor est vide, l'armée n'est qu'une foule désorganisée de nobles et de fermiers. La plupart des observateurs s'attendent à ce que la Macédoine s'effondre en quelques mois. Ils sous-estiment Philippe. En 2 ans, il transforme tout. Il soudoie certains ennemis, en bat d'autres, et se marie stratégiquement pour garantir des alliances. Les réformes militaires commencent immédiatement. Philippe s'approprie la phalange grecque traditionnelle et la révolutionne. Il rallonge la lance standard de 2,40 m à plus de 5 mètres, créant ainsi la sarisse. Les soldats s'entraînent à manier cette pique massive en formation serrée. Les premiers rangs présentent une forêt de pointes de fer qu'aucune cavalerie ne peut pénétrer. Derrière eux, rang après rang, les soldats ajoutent leur poids à la poussée. Cette nouvelle phalange devient un bélier humain qui broie toute opposition. Philippe crée la cavalerie des compagnons, une force d'élite issue de la noblesse macédonienne. Ces cavaliers s'entraînent ensemble depuis l'enfance. Ils combattent en formation en coin qui concentre la puissance de frappe sur un seul point. Tandis que la phalange immobilise l'ennemi, les compagnons frappent les flancs et l'arrière. Cette combinaison de l'enclume d'infanterie et du marteau de cavalerie devient la tactique emblématique de la guerre macédonienne. Alexandre l'utilisera pour conquérir la Perse. C'est Philippe qui l'invente. L'armée reçoit un entraînement professionnel, inconnu dans le monde grec. Les soldats s'exercent constamment, marchent avec un équipement complet et maintiennent une discipline qui choque les observateurs. Philippe leur verse des salaires réguliers au lieu du pillage saisonnier. Ils lui deviennent personnellement fidèles plutôt qu'à leur chef de tribu. Des ingénieurs militaires développent de nouveaux équipements de siège. Des systèmes de ravitaillement permettent des campagnes prolongées. Ce n'est plus une milice saisonnière, c'est la première armée véritablement professionnelle de l'histoire. Philippe teste d'abord sa création contre les Illyriens. Les tribus qui ont humilié la Macédoine pendant des générations tombent devant la nouvelle armée. Puis il se tourne vers le sud, vers les cités-États grecs. Il ne cherche pas une conquête immédiate, il joue sur le long terme. Il intervient dans les conflits grecs, se positionnant toujours comme un ami et un protecteur. Il gagne du territoire, morceau par morceau. Il se marie 7 fois, chaque épouse apportant une alliance ou un avantage. La diplomatie et la guerre travaillent de concert. Les mines d'or du mont Pangée financent les ambitions de Philippe. Il capture la région et en extrait 1000 talents d'or par an. Cette richesse paye les soldats, achète les fonctionnaires et corrompt les ennemis. Philippe déclare sa célèbre maxime « Aucune forteresse n'est imprenable si un âne chargé d'or peut en approcher les portes ». Il utilise l'argent comme une arme aussi efficace que n'importe quelle pique. Les politiciens grecs qui ne peuvent être vaincus au combat sont tout simplement achetés. Athènes observe l'ascension de Philippe avec une inquiétude croissante. Démosthène, le plus grand orateur de l'époque, prononce discours après discours pour avertir ses concitoyens de la menace macédonienne. Il traite Philippe de barbare, de tyran, de monstre.
Mais Athènes avance lentement quand Philippe va vite. Le système des cités-États qui faisait autrefois la force de la Grèce la paralyse désormais. Aucune ville ne fait assez confiance à une autre pour former une alliance durable. Philippe exploite chaque division. En 338 avant Jésus-Christ, Philippe affronte enfin les armées coalisées d'Athènes et de Thèbes à Chéronée. La bataille décidera du sort de la Grèce. Philippe commande personnellement l'aile droite. Son fils Alexandre, âgé de 18 ans, mène les compagnons sur la gauche. La phalange macédonienne avance, puis recule délibérément, attirant les Athéniens vers l'avant et brisant leur formation. Alexandre s'engouffre dans la brèche et détruit le bataillon sacré de Thèbes. La Grèce tombe en un seul après-midi. Philippe ne détruit pas ses ennemis vaincus. Il traite Athènes avec une générosité remarquable, rendant les prisonniers sans rançon. Il n'impose aucune garnison à la grande cité. Au lieu de cela, il crée la Ligue de Corinthe, une fédération qui unit tous les États grecs sous la direction de la Macédoine. Les Grecs élisent Philippe comme hégémone, commandant suprême d'une invasion prévue de la Perse. Les guerres incessantes entre cités-États prennent fin. La Grèce est enfin unie, bien que sous l'autorité d'un roi étranger. La vision de Philippe s'étend bien au-delà de la Grèce. Il prépare la plus grande campagne militaire de l'histoire. L'Empire perse, affaibli par des rébellions internes et des intrigues de cour, attend d'être conquis. Une force d'avant-garde traverse l'Asie mineure en 336 avant Jésus-Christ. La victoire semble certaine. Le trésor de l'Orient, la vengeance pour l'invasion de Xerxès, la gloire de libérer les cités grecques sous domination perse, tout cela est à la portée de Philippe. Il a passé 20 ans à se préparer pour ce moment. Puis vient Égaïe, l'ancienne capitale macédonienne, à l'été 336 avant Jésus-Christ. La fille de Philippe épouse le roi d'Épire. La célébration attire des nobles de tout le monde grec. Philippe entre dans le théâtre sans garde du corps, démontrant sa confiance dans la loyauté de ses sujets. Un jeune homme nommé Pausanias s'avance, il plonge un poignard dans la poitrine de Philippe. Le roi de Macédoine meurt le jour du mariage de sa fille. Les motifs de l'assassin restent contestés. Pausanias prétendait avoir un grief personnel contre Philippe pour n'avoir pas puni les hommes qui l'avaient agressé. Certaines sources anciennes suggèrent que l'or perse a financé le meurtre. D'autres murmurent qu'Olympias, la femme délaissée de Philippe et mère d'Alexandre, a organisé l'attentat. Alexandre lui-même fait l'objet de soupçons, bien qu'il soit celui qui en profite le plus manifestement. La vérité meurt avec Pausanias, tué par les gardes royaux avant d'avoir pu être interrogé. Alexandre hérite de tout ce que son père a construit. L'armée professionnelle, les tactiques innovantes, la Grèce unifiée, le plan d'invasion de la Perse, tout passe aux mains d'un roi de 20 ans. Alexandre mènera cette armée jusqu'aux confins du monde connu. Il conquérera le plus grand empire de l'histoire et les historiens l'appelleront « le Grand » tout en oubliant l'homme qui a tout rendu possible. La tragédie de Philippe est que la gloire de son fils occulte ses propres exploits. Considérez ce que Philippe a accompli. Il a pris un royaume arriéré pour en faire la puissance dominante de la Méditerranée. Il a révolutionné la guerre avec des innovations qui ont duré des siècles. Il a uni la Grèce après des générations de conflits destructeurs. Il a planifié et préparé la campagne qui allait diffuser la culture grecque de l'Égypte jusqu'à l'Inde. Chaque succès attribué à Alexandre se repose sur les fondations posées par Philippe. Le fils a terminé ce que le père avait commencé. Les innovations militaires de Philippe façonnent la guerre pour des générations. La phalange macédonienne domine les champs de bataille jusqu'à ce que les Romains développent des parades 2 siècles plus tard. L'approche des armes combinées, intégrant infanterie, cavalerie et engins de siège, devient la doctrine standard. Les armées professionnelles remplacent les milices citoyennes dans tout le monde méditerranéen. Même les successeurs d'Alexandre combattent en utilisant les méthodes de Philippe longtemps après la mort des 2 rois. L'héritage politique s'avère tout aussi significatif. Philippe démontre que les cités-États grecques ne peuvent résister à une opposition unifiée. L'ère des cités indépendantes prend fin à Chéronée. Les futurs empires suivront le modèle de Philippe, combinant domination militaire et fédération politique. La Ligue de Corinthe fournit un modèle que les Romains adapteront. Philippe prouve que l'unité par la force peut remplacer les guerres incessantes entre cités rivales. Les chercheurs modernes reconnaissent de plus en plus l'importance de Philippe. Les découvertes archéologiques à Virginia, l'ancienne Égaïe, révèlent la splendeur de sa cour. Son tombeau contient des trésors qui rivalisent avec tout ce que le monde antique a produit.
Les études de l'équipement militaire macédonien confirment la nature révolutionnaire de ces réformes. Philippe émerge de l'ombre de son fils comme l'un des dirigeants les plus capables de l'histoire. Il mérite qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il était. L'assassinat d'Aïgé reste l'un des grands mystères de l'histoire. S'agissait-il d'une vengeance personnelle ou d'une conspiration politique? La Perse a-t-elle financé le meurtre pour stopper l'invasion? Olympias a-t-elle éliminé le mari qu'il avait abandonné pour une épouse plus jeune? Alexandre a-t-il accéléré son propre chemin vers la gloire? Chaque réponse soulève de nouvelles questions. La vérité s'est évanouie il y a 24 siècles dans un théâtre macédonien. Et si Philippe avait vécu une décennie de plus? Il aurait mené l'invasion de la Perse lui-même. Les batailles qu'Alexandre a livrées aux Graniques, à Issos et à Gaugamel auraient pu être les victoires de Philippe. Les villes fondées par Alexandre pourraient avoir des noms différents. Tout le récit du monde antique pourrait être centré sur Philippe le Grand au lieu d'Alexandre. L'histoire bascule sur un seul coup de poignard dans un théâtre macédonien. Philippe de Macédoine règne pendant 23 ans. En ce temps-là, il transforme un royaume faible en superpuissance. Il crée la plus belle armée du monde antique. Il unifie la Grèce et se prépare à conquérir l'Asie. Puis, un simple coup de dague met fin à tout. Son fils achève sa vision et revendique une gloire éternelle. Philippe devient une note de bas de poche de sa propre histoire. Mais sans lui, il n'y a pas d'Alexandre le Grand. Parcourez les champs de Chéronée, où l'indépendance grecque est morte. Contemplez les trésors d'or de Vergina, où repose Philippe. Voici l'héritage d'un roi qui méritait plus que ce que l'histoire lui a accordé. Chaque conquérant a besoin d'une armée. Chaque armée a besoin d'un créateur. Philippe II a forgé l'arme qui a conquis le monde. Alexandre s'est contenté de la brandir.